Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 6 juillet 2017. Merci de nous préférer pour vous informer. Matin d'Éden, 2 heures d'émission consacrée au décryptage de l'actualité nationale et internationale. À suivre dans un instant la revue des journaux, le bulletin de l'information, l'instant débat fait croisé qui s'intéresse au thème 50,56% au BPC 2017, résultats politiques au niveau réel des candidats invités. Monsieur Narcisse Djenoupo, il est chercheur en éducation. Ne ratez pas également la sélection d'Éden avec Ahmed Arikpa, l'actualité sportive avec Judicaï Polycap Aïdino, pousser la chansonnette avec Moriagua, sans oublier le décryptage de l'actualité internationale avec James William Baguidi. Avant la revue d'une des journaux, un communiqué vient d'arriver à notre rédaction. On va vous le servir très rapidement. C'est un communiqué qui vient du groupe Pétrole. Il nous est revenu que le mardi 4 juillet 2017, une réunion tripartite entre les représentants des gouvernements du Niger, du Bénin et du groupe Bolloré a porté au ministère du Plan et du Développement du Bénin sur les travaux relatifs à la réhabilitation et à l'extension du chemin de fer Bénin-Niger. À en juger, précise le communiqué par les propos relayés par des journaux et réseaux sociaux, les 10 travaux seraient sur le point de reprendre par Bini Rail dans les prochaines semaines. Le groupe Bolloré voudrait par le présent communiqué rappeler qu'il est l'unique adjudicataire depuis 2010 du projet de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey et qu'une décision de justice en date du 19 novembre 2015 l'a conforté dans cette position. Contrairement aux allégations de la représentante de l'État nigérien, tendant à faire croire que le groupe pétrolier serait venu en dernier ressort entraver un processus impliquant les deux États et le groupe Bolloré. Signaler que suite à sa saisine, la Cour suprême statue encore sur le dossier et n'a donc pas rendu de décision définitive, ce qui ne devrait en aucun cas permettre la reprise des travaux gelés par la précédente décision de justice. S'insurge fermement contre les manœuvres du groupe Bolloré tendant à tromper la vigilance des États, à écarter le seul véritable adjudicataire du projet et à s'accaparer les prérogatives auxquelles rien ne lui donne droit. Notifier à l'opinion nationale et internationale que le choix du groupe pétrolier de garder le silence sur le sujet depuis un certain temps résulte non pas d'un aveu d'incapacité, mais simplement du fait que le chef de l'État béninois en la personne du président Patrice Talon a pris l'engagement de faire le nécessaire pour aboutir à un règlement adéquat et juste de la situation. Le président directeur général du groupe pétrolier rappelle par ailleurs qu'il est parfaitement en mesure, sans la contribution du moindre partenaire imposé, de réaliser la réhabilitation et l'extension du chemin de fer, et ce, selon les normes internationales prescrites, contrairement au groupe Bolloré, dont les propositions ont été dénoncées comme obsolètes par la quasi-totalité des experts consultés. En conséquence, le groupe pétrolier déclare ne pas être concerné par les prétendues négociations impliquant un partenaire pirate qu'est le groupe Bolloré. Le groupe pétrolier attend sereinement la décision de la Cour suprême dans ce dossier et compte toujours sur la clairvoyance et l'esprit d'équité du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour le règlement au mieux de cette situation. Fait à Genève le 5 juillet 2017, a signé ce communiqué le président directeur général du groupe pétrolier, M. Samuel Dossou Aoré. Passé ce communiqué, passe à l'information dans un instant, la revue d'une des journaux.
contacter le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le point de l'actualité vu par les canaux béninois paru ce jour est parvenu à la rédaction de Eden Télévision de Diaspora FM. Nous démarrons avec la une du quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré qui écrit ce matin: audit de la SONAPRA et communiqué du Conseil des ministres. Interview exclusive de Idrissou Bako. Idrissou Bako, il est l'ancien directeur de la Société nationale de la production agricole. Je veux que le cabinet Mazars certifie que le rapport étudié en Conseil des ministres est son rapport définitif, a déclaré Idrissou Bako dans les colonnes du quotidien Le Béninois Libéré. Loin de cette actualité, Le Béninois Libéré s'intéresse également au communiqué du groupe Petrolin écrit « Supposée reprise des travaux de Bénirail, Petrolin s'insurge contre les intrigues de Bolloré ». Polémique autour des premières estimations de 2018, le ministre de l'économie et des finances du Bénin, Wadayi, éclaire la lanterne sur la baisse du budget 2018. Voyons à présent les titres que nous propose le quotidien Le Potentiel. Supposée reprise des travaux de réhabilitation et d'extension du chemin de fer Niger par Bénirail, le groupe Petrolin dénonce la manipulation de Bolloré. Lit le communiqué de presse dans lequel le PDG Samuel Dossou Ahoré dénonce et attend sereinement la décision de justice. Polémique autour des premières estimations de l'an prochain. Les explications rassurantes de Wadayi sur la baisse du budget 2018. Mise en application du PEJ Bénin, Talon sort. Bientôt 8500 jeunes de la précarité. Mise en application du PEJ Bénin, Talon sort, bientôt 8500 jeunes de la précarité. À lire avec Le Potentiel. L'économiste à présent. Paiement des pensions via les banques, Wadayi sauve la vie des retraités. Paiement des pensions via les banques, le ministre des Finances Romuald Wadayi sauve la vie des retraités, constate l'économiste. Taxe sur les véhicules à moteur, les pénalités suspendues. Bonne nouvelle donc pour les Béninois. Taxe sur les véhicules à moteur, les pénalités suspendues. Bonne nouvelle donc pour les retardataires du Bénin. L'Indépendant à présent. Polémique autour des premières estimations du budget 2018. Des explications rassurantes et apaisantes du ministre Wadayi. Il n'y a ni péril ni inquiétude. Scandale de détournement de 125 milliards de francs CFA des fonds du coton. Karimou Soradjou et son mentor Bako en route pour la prison, indique l'Indépendant. Décision du Conseil des ministres du 5 juillet 2017. La pénalité de retard du paiement suspendu sur les véhicules à moteur. Lit l'intégralité du relevé du Conseil des ministres de ce mercredi 5 juillet 2017 dans les colonnes du quotidien L'Indépendant. Protection des mineurs. Adidjat Matiste lance la campagne Zéro enfant en situation de travail. L'informateur. Polémique autour des premières estimations de 2018. Le ministre Wadayi plus que rassurant. Et puis, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Des milliards dans la Gadou à Porto Novo. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Des milliards dans la Gadou à Porto Novo. Ali donc avec l'informateur. Et puis, emploi des jeunes au Bénin. Patrice Talon sort bientôt 17 000 jeunes de la précarité. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité vue par le quotidien Matin Libre. Gouvernance, Talon descend peu à peu sur terre. Voici une mesure qui décélère la pression fiscale. Talon descend peu à peu sur terre, constate Matin Libre. Supposée reprise des travaux de Bénirail, Petrolin dénonce une manigance de Bolloré. Et puis, mise en place des infrastructures socio-communautaires à Parakou et Pereret.
des hommes politiques accentue la pauvreté. Et puis, non-exécution des PTA 2017, plan de travail annuel, ça dort dans les ministères, constate Matin Libre. L'un de cette actualité, on peut lire avec Nord-Sud quotidien qui s'intéresse au démarrage des championnats nationaux de football. La Fédération béninoise de football et LC2 font le point des préparatifs, à lire avec le quotidien Nord-Sud quotidien. En manchette, réalisation de la boucle ferroviaire, Petrolin Groupe confiant en la justice et la clairvoyance du président du Bénin, Patrice Talon. Réalisation de la boucle ferroviaire, Petrolin Groupe confiant en la justice et la clairvoyance du président du Bénin, Patrice Talon. Diplomatie, la présidente de la Confédération helvétique annoncée au Bénin. Diplomatie, la présidente de la Confédération helvétique annoncée au Bénin, écrit donc Nord-Sud quotidien. Bouclons la revue des unes des journaux pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden avec la une du quotidien Nouvelle Expression. Nouvelle Expression, Conseil des ministres, la pénalité de retard sur la taxe des véhicules suspendus. Cotonou accueille les manifestations du 1er août. Conseil des ministres, la pénalité de retard sur la taxe des véhicules suspendus. Cotonou accueille les manifestations du 1er août, peut-on lire en manchette du quotidien La Nouvelle Expression. Amélioration de la santé des Béninois, les autorités très loin des attentes des populations. Ainsi va l'actualité vue par les canards. Paru ce jour est parvenu à la rédaction de Eden Télévision et de Diaspora FM. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Matin d'Éden. Samson, ok, bonjour. Bonjour, Tranquille Akad de Benotin. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, on va suivre le bulletin de l'information. Effectivement. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Les abonnés des réseaux de téléphonie mobile MTN et Move Bénin ont répondu à l'appel d'une organisation de consommateurs en boycottant ces deux réseaux ce 5 juillet 2017 durant 2 heures d'horloge. Samson, ok. Et ce n'était pas tout. Ces consommateurs se sont également rassemblés à la place de l'Étoile Rouge pour une marche pacifique contre Move et MTN. Ils dénoncent ainsi les nombreux désagréments qu'ils subissent sur ces réseaux, notamment la perte inexpliquée des forfaits et unités. On écoute à cet effet un extrait de la motion lue à ce propos. Pour aller au développement, entre autres outils, nous avons besoin de la téléphonie mobile. Nous avons besoin de l'Internet. Mais malheureusement, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont supposés galvaniser les consommateurs pour jouir d'une bonne qualité de service, accompagner le développement de l'économie numérique, sont ceux qui sont en train d'infléchir le développement de l'économie numérique. Puisque il n'est plus un jour aujourd'hui où un consommateur ne se plaint pas d'avoir perdu du crédit. Passez au niveau de la police, allez au niveau de l'armée, allez au niveau du ministère des Finances, au marché, partout. Tout le monde est unanime sur la question. Et même un ancien ministre de cette République a déjà reconnu que lui, son épouse a perdu 200 000 francs de la nuit au petit lendemain. Et nous avons fait toutes les démarches qui se peuvent. Nous avons eu des séances avec les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons travaillé avec l'ARCEP. Nous avons travaillé avec le ministère de l'économie numérique et de la communication. Vous avez dû constater que Madame la ministre, à un moment donné, a tapé du poing sur la table. Mais malheureusement, ces opérateurs semblent nous montrer qu'ils sont plus puissants que l'exécutif, qu'ils sont plus puissants que l'État béninois,
qui sont plus puissants que les consommateurs. Pour nous aujourd'hui, c'est important de faire cette marche pour montrer aux opérateurs de téléphonie mobile que c'est le client qui est roi. C'est nous qui avons le pouvoir d'achat. Et à travers ce boycott et cette marche, nous allons commencer par impacter leur chiffre d'affaires jusqu'à ce qu'ils ressentent suffisamment ce que nous souffrons aussi. Et comme cela, ils vont commencer probablement par changer de comportement en adoptant les principes du marketing. Nous avons ciblé aujourd'hui Move et MTN d'abord. Par la suite, nous irons à Glo et nous allons continuer. Nous avons besoin de travailler suffisamment ce peuple pour qu'ils comprennent les enjeux. Tout au moins, le boycott est très bien suivi. Voilà, à l'instant, les propos de Robert Akrobessi, le président du Conseil national des associations des consommateurs du Bénin. Des propos recueillis par Fréjus Serlois et Fiac Voitan. Au registre éducation, Sapso, OK, l'examen du brevet de technicien supérieur, c'est bien cela. Session de juillet 2017 a démarré sur l'ensemble du territoire national depuis ce lundi. Effectivement, environ 6000 candidats ont composé dans 23 filières différentes pour l'obtention de ce diplôme. Au CEG Saint-Rita de Cotonou, un des centres de composition visités par une équipe de la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM ce mercredi 5 juillet 2017. Aucun incident majeur n'est à signaler. Ce sont les candidats de la filière gestion et comptabilité qui composent dans ce centre. Le chef du centre, Massim Awekun, se prononce sur le déroulement des compositions au micro de Antoinette Sabo et de Romaric Devouchi. Et à 8 heures, on a lancé la première épreuve. Et la première épreuve a duré 4 heures. Dans la soirée, on a lancé à 15 heures. Disons en bref que depuis le lundi à ce jour, tout se passe très bien. Il n'y a aucun incident à signaler. Par rapport à l'effectif, 1047 candidats étaient attendus. Et dans ces 1047 candidats, il devait y avoir 542 filles. Mais présent, il y avait 992, dont 522 filles. Le BTS aujourd'hui, c'est un diplôme professionnel. Donc l'étudiant qui, 2 ans après le bac, fait un truc pratique peut déjà être automatiquement utilisé. C'est pourquoi les entreprises préfèrent même utiliser les candidats qui ont fait les études pour avoir le BTS. Et l'État est en train de dire, même en supprimant le BTS, qu'ils vont remplacer ça aussi par un diplôme aussi professionnel. Le BTS est très important dans la vie des étudiants. Et puis les épreuves orales et sportives comptant pour l'examen du brevet d'études du premier cycle ont donc démarré également sur l'ensemble du territoire national. Ces épreuves d'activités sportives et d'examens oraux en langue étrangère concernent les candidats admissibles au BEPC 2017. Ces candidats qui ont pris connaissance de leurs résultats le lundi dernier. Parlant de résultats, le taux de réussite de cette année est de 50,56%. Et vous le savez déjà, c'est un bond par rapport aux 16% de l'année dernière. Comment expliquer ces résultats? Écoutez les analyses de certains enseignants. Ils sont interrogés par Fréjus Serlan. Disons que le démarrage a été ponctué par la présentation du sujet. Et c'est le sujet qui détermine les activités à pratiquer pour le BPC. Et comme ça se passe aujourd'hui pour l'APC. Après avoir fait lire les épreuves aux candidats, on a essayé de déchiffrer les activités. Et comme ça, les groupes ont été composés et on a démarré effectivement le travail. Tout est relax. Je crois que les tests en rapport, c'est ce qu'ils ont vu au cours de l'année scolaire. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Et bon, puisqu'ils ont déjà fait l'effort de traverser l'étape des épreuves écrites, je crois que là, il n'y a pas de problème. Bon, l'épreuve s'est bien déroulée, juste que c'était un peu difficile pour faire le service de la balle. Et aussi, quand la balle vient dans son camp, quand on n'est pas assez rapide pour la retourner dans le camp adverse, elle tombe par terre. Mais c'est nous qui perdons les points après. En fait, l'épreuve d'anglais, premièrement, on nous a remis l'épreuve. Une épreuve sur laquelle on a posé des questions dessus. Les questions ont un rapport avec l'épreuve.
Donc, on a essayé, moi et mes amis, on avait essayé de répondre à ces questions posées. On a dit, what stand for AIDS? Et nous avons répondu, AIDS stand for Acquired Immunodeficiency Syndrome. Voilà à l'instant quelques candidats et professeurs qui appréciaient le démarrage, les conditions de déroulement des épreuves orales et sportives, comptant pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, la session de juin 2017. Éducation encore, non aux examens nationaux, c'est un slogan des associations estudiantines des établissements privés de l'enseignement supérieur du Bénin. Et c'est l'un des messages qu'on pouvait lire mardi sur leur banderole à l'occasion de sit-in qu'ils ont tenu au ministère de l'Enseignement supérieur à Cotonou. Ils n'ont de cesse de rejeter l'organisation des examens nationaux pour les étudiants en année de licence et de master des établissements privés de l'enseignement supérieur, comme l'a exprimé l'un d'eux que je vous invite à suivre. C'est pour manifester notre rejet de cette décision portant organisation des examens nationaux aux seuls candidats des établissements privés d'enseignement supérieur en année de licence, ainsi que les faux frais institués pour étudier les dossiers comme nous, étudiants ici présents des établissements privés du Bénin, organisant le présent sit-in en ce jour 4 mars et 4 juillet 2017 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la direction du collectif des associations des étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ainsi, nous demandons au gouvernement du président Talon la suspension immédiate de la mesure improvisée d'organiser les examens nationaux de licence. En tout état de cause, le collectif appelle à la mobilisation générale de tous les étudiants et des parents pour dire un non aux mesures improvisées contraires aux normes nationales et internationales. En cas du maintien de la décision gouvernementale portant sur l'organisation des examens nationaux, malgré nos cris de cœur et de détresse, le collectif demande à tous les camarades de se tenir mobilisés pour des actions futures. Nous devrions poursuivre la lutte pour dire non à l'injustice, non à la perception des impôts chez les étudiants, non au rançonnement des pauvres étudiants, non à la promotion de la précarisation et du chômage des jeunes. Oui, je dis bien oui, et oui une fois encore, pour une bonne formation. Nous nous sommes rendus compte de ce que la lutte n'est pas seulement pour nos militants du privé, mais elle est également pour les militants du public. Parce qu'en fait, la mesure vise les militants du public. En effet, que ce soit le public ou le privé, les deux font le système LMD. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut sélectionner uniquement le privé pour organiser ces examens? Et pour trouver réponse à cette question, nous avons simplement vu qu'il s'agit d'une expérimentation que le pouvoir veut exercer. Expérimenter, essayer pour voir comment la mayonnaise va prendre. Le préfet du département du littoral était dans les rues de Cotonou en début de semaine. Et à l'origine de cette action, la réoccupation de ces lieux suite aux dernières opérations de déguerpissement. C'est une question d'organisation de la vie en commun, a-t-il affirmé. Il a aussi précisé que les récidivistes seront durement sanctionnés après sa prochaine descente. Propos recueillis par Laurent Tonenques, Mori Agua et Damien Pedro. On ne cessera jamais de sensibiliser les populations. On a opéré la première phase de la libération des espaces publics. En attendant que la deuxième phase ne commence, nous observons que partout, il y a une recolonisation de ces mêmes espaces. C'est tout comme si nous avons travaillé dans le vide. Et moi, je n'aime pas ça. J'aime consolider mes résultats. C'est pour ça que je suis descendu pour les sensibiliser encore une énième fois avant de réprimer. Pas que je vais réprimer. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas une question c'est pas une question sociale, c'est une question de principe, d'organisation de la vie en commun et de l'affirmation de la puissance publique. Le domaine public ne peut pas être occupé. Durant tout le mandat, ça va être notre combat. Le domaine public ne peut pas être occupé un point central. Que l'on dise aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens pour vivre, ça c'est notre débat qui n'est même pas réel. Donc il faut apprendre, il faut éduquer les populations, qu'elles comprennent que l'objectif du gouvernement, ce n'est pas de les enquiquiner, mais l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte
que chacun puisse reconnaître ses limites, son domaine et respecter, pour que nous ayons une vie en commun plus aisée, que nous ayons un environnement plus sain, plus agréable à vivre. Je voudrais inviter le peuple béninois, surtout les Cotonois, à ne pas verser dans l'illusion. L'illusion selon laquelle on sera fatigué. On ne sera jamais fatigué. Tant que notre action sera d'utilité publique et amènera un meilleur cadre de vie, nous serons toujours là. Ceux qui s'entêtent, je voudrais leur dire que c'est pratiquement le dernier avertissement. Lorsque nous allons sortir prochainement, nous allons appréhender à la fois les auteurs de ces actes et nous allons aussi ramasser les marchandises. Et nous allons faire des procédures en bonne et due forme. Les présenter au procureur parce que ça devient récurrent. C'est une faute. Lorsque on enfreint aux règles de police administrative, c'est une faute qui met en mouvement l'action pénale. Ce point de vue-là, peut-être que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas de l'amusement. À l'instant, le préfet du département du littoral, Modeste Touboula, des propos recueillis par Mori Agua. À Cotonou, de nouveaux moyens de transport sont mis en circulation depuis quelques jours. Et ces véhicules jeunes, ce sont des voitures du projet Bénin Tassi destinées au transport des personnes et des biens. Leur mise en circulation a été effectuée ce lundi. Antoinette Sagbo, Denis Marouya pour le compte rendu. La réalisation des œuvres prévues dans le programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, PAG, a démarré. Ce lundi 3 juillet, au stade de l'Amitié Cournou, le lancement officiel d'une flotte de plusieurs véhicules a eu lieu. Pour l'heure, seuls 50 véhicules sur les 300 prévus pour le projet Bénin Tassi sont mis en circulation. Hassan Seibou, gérant de la flotte Bénin Tassi, après avoir exprimé sa gratitude au gouvernement, précise la grille tarifaire. Le tarif de base est de 1000 francs CFA pour la course et évoluera selon les zones de circulation et les horaires. Je voudrais en appeler à votre soutien actif en les empruntant pour vos courses, vos pique-niques, vos courses vers ou en provenance de l'aéroport et pourquoi pas pour aller au service. Ghislaine Gaoundaho, porte-parole des conducteurs, s'engage au nom des siens à utiliser judicieusement ces moyens de transport. Nous sommes heureux d'être parmi les 50 premiers sélectionnés pour démarrer ce projet. Nous vous promettons et nous engageons à faire un bon usage de ces véhicules flambant neufs. Nous invitons la population béninoise et les clients à nous faire confiance et à utiliser sans modération les services que leur offre Bénin Taxi. Le gérant de Bénin Tassi énumère ici quelques difficultés pratiques qui pourraient naître de l'usage de ces véhicules. Il s'agit de la maîtrise de l'outil informatique par nos artisans, qui n'en ont pas tous connaissance, et les derniers réglages techniques indispensables pour que certaines exigences de dernière minute soient au point. De même, le fait que tous les artisans recrutés ne soient pas dans la même ville posera sans aucun doute un problème d'adaptation auquel il faut faire face. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, pour sa part, en procédant la mise en circulation de ces véhicules, mettra l'accent sur l'importance du projet. Bénin Tassi est sobre en émissions de carbone. Il s'agit au travers de ce projet d'un véritable coup de pouce donné à notre économie nationale et en particulier à l'économie du département du littoral. Je veux rassurer nos amis émigrants qu'il n'y a pas de concurrence déloyale à travers ce projet. Et je veux rassurer aussi les autres promoteurs de taxis, puisque le gouvernement, à travers ce projet, met à leur disposition la possibilité d'avoir des véhicules additionnels pour renforcer leur parc. Autre avantage à tirer de Bénin Tassi pour les conducteurs de ces véhicules, la possession de ces biens après remboursement de leur coût d'achat selon un contrat clairement défini.
Ce sera tout pour le bulletin de l'information pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à vous, Samson Oké, de l'avoir présenté. Merci, madame et monsieur. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur Eden Télévision, 13h, 20h, 17h, 13h, 17h, 20h, 23h30 et sur Diaspora FM, d'abord 13h et en langue, 15h, c'est ça, hein? 15h, 16h et puis 19h pour la grande édition du journal parlé en langue française. Merci à vous, Samson Oké, pour ces précisions. Vous le savez, 7 ans après l'éclatement du scandale ICC Service, c'est une collecte illégale, une collecte illégale d'épargne, voilà, qui a donc éclaté il y a quelques années au Bénin. Un procès est entré dans le vif du sujet devant la cour d'appel du tribunal de Cotonou. C'est le sujet qui intéresse le conducteur de taxi moto que nous allons écouter dans un instant, interrogé par Aristide Setti. Il s'intéresse donc à ce sujet, affaire ICC, et notamment le sort des victimes. Ça fait bientôt 20 ans qu'il exerce le métier de conducteur de taxi moto. Maintenant, il y en a eu, mais il y a assis. Tout le gars assis maintenant. Je m'appelle Monsieur Adjoupa Anatole. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Et IC Service là, ça est arrivé. Et maintenant, moi aussi, je suis ici là. J'ai déposé l'argent là-bas. Et maintenant, j'ai vendu mon récitage et déposé l'argent là-bas. Et maintenant, c'est pas l'argent que moi j'ai déposé. Je ne sais pas que je vais prendre. Bon, moi, j'ai déposé 1 500 000. Maintenant, là, c'est que je suis dépanneur. Et maintenant, je suis zé maintenant. À cause de quoi je n'ai pas trouvé mon argent là. J'ai laissé mon travail. Parce que j'achète les pièces et vendu. Et maintenant, j'ai déposé mon argent là-bas. Je n'ai pas trouvé. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Eden. C'est le moment de suivre l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM juste après cet élément. « 50,56% au brevet d'études du premier cycle session de juin 2017. Résultats politiques au niveau réel des candidats. C'est le thème que nous abordons dans ce numéro de Faire croiser. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Bélantin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. La question, tout simplement parce que vous savez très bien ce qui s'est passé l'année dernière à ce même examen. 16%, on avait eu pour les résultats de cet examen en 2016, ce qui, ma foi, a soulevé beaucoup, j'allais dire, de diable au sein de la République. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Cette année, eh bien, il y a eu quelque chose de fait et une amélioration a été notée, 50,56%, c'est le résultat, c'est le taux notamment des résultats du BEPC 2017. Alors, décryptage de ce résultat, c'est l'exercice auquel nous allons nous adonner ce matin avec notre invité, Narcisse Djenoupo. Il est chercheur en éducation, spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour, monsieur Peggy. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, à la lecture de ce résultat, quel a été le tout premier sentiment qui vous a animé? C'est la joie. C'est la joie. Parce que on peut dire que c'est un résultat inédit. Inédit, parce que le taux est élevé. Inédit? Oui, inédit. C'est la première fois qu'on atteint la barre des 50% oui. Pour atteindre l'examen ici au Bénin, depuis 1960 Je crois à ma connaissance. Et vu le tollé, ou bien tout ce que ça a suscité comme joie au niveau des parents, je crois qu'on peut
prendre le risque de dire que c'est inédit. 50,56, c'est un résultat très fort. Et je crois que ça ne doit pas être la dernière. Ça ne doit pas être la dernière. Il faut que les acteurs fassent en sorte que désormais un examen ne soit plus un cauchemar, ni pour les enfants, ni pour les parents. Ah, généralement, au Bénin, l'examen, c'est un cauchemar? Oui, c'est un cauchemar. Parce que quand, si vous permettez de dire. Si je me rappelle, je vais un peu en arrière, je me rappelle qu'en notre temps, il y avait, après le BPC ou bien le bac, c'est pour tout un village, et il y avait peut-être 1 ou 2 candidats reçus. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est au très bas que nous avions connu. Donc c'était très difficile. Maintenant que... Mais qu'est-ce qui expliquait ça? Pourquoi c'était si serré? Pourquoi on ne laissait pas? Parce qu'à vous entendre, c'est comme si c'est une décision de ne pas laisser facilement passer les gens. C'est ce qu'on se disait. À tous les examens, on se disait qu'il y a un verrou quelque part. Et parce que les élèves faisaient tout l'effort pour réussir, mais ça n'avait jamais marché. 1 par village, 2 ou 3. Et puis, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec M. Nassis Dieloupo. Un élève qui travaille bien doit forcément passer facilement son examen. Quand vous dites que les enfants faisaient l'effort de réussir et échouaient, c'est un peu ambigu. Oui, je vous ai d'abord parlé de l'histoire. Ça veut dire que c'est le même pays. On a connu ça et nous connaissons ça. Toujours. Et lorsque un examen, les enseignants ou bien les acteurs le disent, un examen, ce n'est pas un concours. Mais au Bénin, comme je ne sais pas si c'est parce que nous tardons d'être le quartier latin de l'Afrique, qu'on a l'impression que les épreuves qui sont proposées sont à un niveau au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi vous le dites? C'est quand même des épreuves qui tiennent compte de ce qui est fait en classe, des programmes qui ont été dispensés régulièrement durant toute l'année. Est-ce que on propose des épreuves qui sont au-delà de ces programmes-là? Mais les résultats le montrent. Et, un enfant ne va pas à l'école pour ne pas apprendre. D'abord, il y a la pression des parents au dos. Et ça, c'est son honneur même. Donc, je ne sais pas si on suppose, l'année passée, il y avait 16%. Mais c'était quelle raison? C'est que les enfants n'avaient pas travaillé? Je ne suis pas sûr. Dites-nous, monsieur Dieloupo, vous l'avez dit, l'année dernière, on a enregistré un taux de 16%, aujourd'hui on parle de 50,56%. Oui. Quelle a été la responsabilité d'abord des enseignants, de vous enseignants-chercheurs, dans ce cadre? Vous savez, au Bénin, nous avons du mal à nous dire la vérité. C'est ça. On a du mal à se dire la vérité. Sinon, que les acteurs, ceux qui sont impliqués dans ces résultats, n'acceptent pas la vérité ou bien ne veulent pas reconnaître la vérité. De quelle vérité? En réalité, mais c'est leur faute. C'est pas la faute aux enfants. C'est leur... Oui. Non, ma question est claire. Hein. Oui. Dit, pour des résultats, cette année, en tout cas, en ce qui concerne l'examen du BEPC, oui, ils sont bons. On parle de 50,56%. C'est-à-dire, quelle était l'implication, justement, des enseignants dans le rôle qu'ils ont joué pour qu'on aboutisse à ces résultats? Parce que l'année dernière, c'était 16%. Donc, on est passé de 16%, à 50,56%. Oui. Quel a été le rôle qu'ils ont joué? C'est-à-dire, à quel niveau est-ce qu'on a travaillé sur leur formation? Est-ce qu'ils ont revu leur façon, la pédagogie, leur façon de dispenser le savoir aux apprenants? À quel niveau le jeu a été fait pour qu'on aboutisse à ces bons résultats? Ok. Par rapport à ça, moi je rends hommage au président de la République qui est un homme de vision. C'est un homme de vision. Parce que on peut dire que c'est grâce à lui que nous avons ce résultat-là. Pour avoir sanctionné. L'année dernière, pour souvenance, on a
pourtant dit que c'est lui qui a demandé qu'on ne rachète pas, que c'est lui qui a dit il faut le niveau réel. Oui, parce que c'était une transition. Vous savez, on était dans un système l'année passée, ou bien par rapport aux résultats de l'année scolaire passée, on était dans un régime et c'était une transition. Et apparemment, les acteurs ont voulu ou bien ont toujours fait croire ou bien donner à l'homme politique qui était le président ce qu'il voulait entendre ou bien ce qu'il voulait voir. Oui? Donc, ce n'est pas que, vous savez, c'est les mêmes acteurs, hier et aujourd'hui. Donc, si ça a changé, ça veut dire que c'est grâce à l'épée de Damoclès que le président a suspendu sur les différents responsables des établissements. C'est tout. Et à cause de ça, vous savez, il y avait plus de 600 directeurs d'école au niveau du primaire qui ont été sanctionnés. Maintenant, est-ce qu'un directeur de collège va vouloir se laisser prendre au piège? Non. Donc, ils ont réellement changé de méthode. Oui, ils ont changé de méthode. Le contenu de l'enseignement, ça n'a pas changé, mais la méthode, ça veut dire qu'ils se sont plus occupés des enfants. Ils ont peut-être beaucoup plus expliqué les cours. Ils ont peut-être beaucoup plus fait d'exercices avec les enfants. Ils ont peut-être beaucoup plus fait leur travail avec amour. Ils ne le faisaient pas autrefois avec amour. Mais les résultats le disent. C'est les résultats. C'est les mêmes. C'est les mêmes acteurs. Est-ce que c'est quand les résultats sont médiocres, on doit imputer la responsabilité seulement aux enseignants? Les enfants, les apprenants, les parents d'élèves également ont leur part, leur rôle à jouer. Dans aucun pays au monde, on n'a jamais eu, dans une classe, on n'a jamais eu des classes où c'est tous les enfants qui travaillent. Donc si on confie une classe à un enseignant, son efficacité, sa performance, c'est par rapport au résultat. Si le résultat est mauvais, c'est que l'enseignant n'a pas fait son travail. Mais que dites-vous des apprenants alors? Les apprenants, c'est quand même eux qui reçoivent les cours, c'est eux qui doivent pouvoir les comprendre et à l'heure de l'évaluation, devraient pouvoir rendre ce qu'on leur demande. Oui, vous avez dit ce qu'on leur demande. Oui. Mais ça serait par rapport à ce qu'on leur a donné. Mais il faudrait qu'ils le rendent. Oui, mais on a été tous des élèves, bien des apprenants. Est-ce qu'à un moment donné, plus de la moitié d'une classe n'aime pas apprendre? Je ne crois pas. Mais pourtant, on a eu des résultats comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est à la fois l'enseignant et l'enseignement qu'il donne. Donc, c'est l'enseignant, selon vous, la clé de voûte. Oui, c'est une insulte de dire qu'un enfant n'est pas bon et que c'est lui qui n'a pas travaillé. Monsieur Dianoupounassi, vous savez très bien aujourd'hui, dans nos établissements et tout ça, les enfants qui passent le plus clair de leur temps à regarder les telenovelas, la télévision, la culture occidentale, qui passent le plus clair de leur temps sur des ordinateurs, pas pour faire des recherches. C'est WhatsApp. Voilà, pas pour faire des recherches. C'est, comment dire, les jeux. Il y en a même qui ne viennent pas au cours, mais à leur niveau, vous le savez très bien, qui portent une responsabilité, mais vous refusez de l'accepter, vous ne l'acceptez pas. Bon, c'est pas que je ne l'accepte pas, mais généraliser, ou bien expliquer tout un échec à cause de ça, non. Mais vous savez, le taux d'urbanisation du pays, il y a combien d'enfants qui font WhatsApp ou... non. Et la preuve, vous voyez, et le département du littoral est premier. Là, on fait plus de WhatsApp ou d'Internet. Le département est premier, ouais. Donc là où on ne fait pas du tout, le département est dernier. Donc la grande responsabilité ici incombe, selon vous, aux enseignants. Aux
aux enseignants, exclusivement aux enseignants. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Oui, intéressons-nous un peu à l'environnement. En milieu urbain, nous avons beaucoup d'enseignants, des enseignants qu'il faut, et les gens ne sont pas trop nombreux dans les classes. Oui. Mais en milieu rural, vous voyez un enseignant avec plus de 90 élèves, parfois même ça dépasse même 90, 70, etc. Mais dans ces conditions, et il passe de classe en classe. Vous pouvez avoir un enseignant qui garde deux classes ou 3 classes à la fois, mais c'est des conditions qui ne favorisent pas aussi l'assimilation des cours. Oui, mais et à ce niveau, la responsabilité revient, cette responsabilité est imputable à l'État central. Je vous comprends. Et pourquoi vous mettez toute la faute sur les enseignants? La nuance est que l'État, c'est qui? Quand on prend un gouvernement, il a un ministre de l'Éducation. Oui, il a un ministre de l'Éducation. C'est pas le ministre à lui seul qui décide de la construction des écoles. Ça, en ligne d'un plan d'action global. Oui, mais le ministre de l'Éducation, c'est quoi? C'est un superviseur, en fait, c'est un coordinateur. Donc, toute la base, c'est les enseignants, c'est ces cadres qui s'occupent de l'éducation. Et ça doit être un socle, ça ne doit pas changer. Si vous parlez, par exemple, des coins ruraux où il y a ça, mais c'est des prétextes. Monsieur. Mais c'est des prétextes, parce que nous, on a quitté. C'est une réalité. Selon vous, c'est pas une réalité? C'est une réalité. L'enseignant qui est confronté à plus de 80 élèves en classe, à qui il doit dispenser le savoir, et qui n'a même pas l'essentiel du dispositif, on va dire des manuels et autres, pour pouvoir enseigner à ses enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut obtenir comme résultat? Il y a combien? C'est ça qui donne les 16%? Non. C'est pas ça qui donne les 16%. C'est des prétextes. Mais pourquoi parlez-vous de prétextes? Oui, c'est des prétextes parce que mais vous savez, nous, on a quitté le village. On étudie là-bas. On a fait aussi le village, monsieur. Oui, donc, on connaît un peu ce qui se passe. Voilà, donc c'est des prétextes. Dis que... Oui, mais vous n'avez pas démontré pourquoi c'est des prétextes. Oui. Je veux comprendre pourquoi c'est des prétextes. Voilà, oui. C'est des prétextes parce que nous devons nous interroger sur la qualité des documents que les enfants utilisent. Si les enfants qui sont à Cotonou utilisent les mêmes documents que les enfants qui sont à Djoumi, comme on dit, mais pourquoi l'enfant qui est là-bas, c'est un imbécile? Il n'est pas intelligent? Non, mais donc, ce n'est pas le même nombre par classe. Je vous dis, c'est un prétexte. On n'a jamais été au village 80 dans une classe. Moi, j'ai jamais vu ça. En votre temps. Mais pourquoi on va regresser dans le pays? Nous, à notre temps, on fait le tour au roi. Nous, à notre temps, journalistes, nous vous disons cela. C'est pourquoi je demande la proportion. Nous, à notre temps, oui. Il y avait souvent par classe 60 à 70 élèves. Moi, j'ai fait le zoo. Oui, mais les basses classes, par exemple. Vous êtes ici maintenant. Voilà. Vous êtes ici. Mais en son ça temps, n'a pas empêché que... En son temps, la situation, elle était celle-là, où il manquait cruellement de matériel didactique. Mais vous êtes là. Ouais. Parce que la qualité des documents, ce que les enfants utilisent aujourd'hui, nous les avons inventés. Nos cadres ont inventé des documents, surtout au primaire, pour les enfants. Quel cadre? Comment ça commence par là. Vous savez, les résultats de la base rejaillissent sur le milieu, qui est le secondaire, et après le supérieur. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez en cause dans ces documents? Est-ce que ces documents ne sont pas fiables? Est-ce qu'ils ne sont pas ce qu'il faut pour l'enseignement prévu par l'État? Je ne veux pas être cruel en disant que les documents ne sont pas valables. Mais vous voulez parler de nouveaux programmes, c'est cela? Bien sûr. Je veux parler des documents imposés aux enfants, et surtout aux enfants du public. Mais les résultats, si on se réjouit aujourd'hui, bon, c'est mitigé, puisque le privé a été toujours premier. Quand on voit les privés, vous avez 80, là où moi je suis, il y en a de près de 95%. Le minimum c'est 70 ou 68%. Et si le total, tout le Bénin donne 50,56, vous vous posez la question? Quelle question? Oui. Quelle question? Ça veut dire que le public, ce n'est pas le public qui a fait le résultat. Le public a plutôt diminué, tiré le résultat vers le bas. Normalement, les privés devaient être indignés.
C'est pourtant le même programme. C'est pourtant le même programme qui est dispensé tant dans le privé que dans le public. C'est ce que nous croyons. C'est pas le même programme. Ah, je regrette. Pourquoi Parce que c'est deux mondes. C'est où la différence? La différence, c'est au niveau de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement. Okay. Et quand je parle de qualité de l'enseignement, j'inclus le livre, les livres que les enfants utilisent et la qualité des enseignants. Est-ce que les livres qu'on utilise dans le privé diffèrent de ceux du public? Il diffère. Au niveau du privé, vous combinez l'ancien programme au nouveau, c'est cela? Allez-y voir. Si vous pouvez faire ces enquêtes, vous enseignez dans les établissements privés, je suppose. Hein. Oui. Voilà, dites-nous, puisque vous êtes sur le plateau, est-ce que vous basez en partie sur l'ancien programme que nous autres avions étudié avec le nouveau programme pour pouvoir dispenser le savoir aux enfants? Vous savez, c'est à la limite les résultats. C'est à la limite un crime. Parce que vous avez devant vous, et vu les résultats, je crois que les journalistes devaient faire la part des choses. Le taux le taux moyen au niveau des privés et le taux au niveau des publics. Quand vous allez dans un établissement public, on n'affiche jamais les taux. C'est deux mondes différents. Oui, vous comprenez aisément. Si le privé met l'accent sur le taux, c'est par vision publicitaire, pour pouvoir attirer le plus de monde possible. C'est pour ça que cette politique est vraiment mise en avant au niveau des privés. Mais ils mettent l'accent sur le taux parce qu'ils le méritent. Ils ont travaillé. Ils veulent continuer toujours par faire affluer le monde vers eux. Oui, mais dans le même temps, le public est négligé. Alors que c'est au niveau du public qu'il y a plus de moyens, plus d'investissements. Le public, du ministre jusqu'à l'enseignant qui est à la base, c'est l'État. Mais pourtant, nous avons les résultats les plus minables. C'est grave. Donc, je vous dis, c'est deux mondes différents. Alors, on ne devait pas mélanger. Pour être plus précis, les 56% des résultats que nous avons pour le compte de l'examen du BEPC, session de juin 2017, si on doit extirper les résultats de l'ancien, en tout cas du secteur public, on obtiendrait combien? Moins de cela. Bien sûr, si les autres sont à 95% ou 90%, et que finalement on est à 50%, c'est que les autres sont à moins de 20%. Ça, ce sont vos chiffres. Hein. Bon, allez-y voir. Les chiffres parlent. Quels sont vos paramètres? Quels sont les paramètres que vous prenez pour en arriver à cette conclusion? Est-ce que vous permettez que je vous donne quelques taux du allez-y. Excusez-moi. Allez-y, puisque nous voulons mieux comprendre. J'ai fait un tour, j'ai fait un petit tour. Il y a une école. Non, on va pas citer de là. Non, j'ai pas cité. Il y a une école qui a donné 70%, une qui a donné 91,3%, une qui a donné 72%, ça c'est des écoles privées. Privées uniquement. Une qui a donné 94,89% et la dernière qui a donné 94,3%. Environ 100% pour la vraie joie, c'est pour les privés. Avez-vous fait le même exercice dans les établissements publics? C'est ça, je vous dis. Moi, je n'ai vu aucun taux. Les publics n'affichent pas. Avez-vous demandé au chef d'établissement, puisque la direction des examens envoie la liste des candidats? Je vais le demander en tant que qui? On va m'envoyer me balader? Et vous avez demandé en tant que qui dans les établissements privés? C'est affiché, c'est ce que vous dites. Je vous dis. C'est affiché. Ils affichent avec fierté leurs résultats. Et ce n'est pas de la tricherie. C'est de vrais résultats. Si un établissement privé présente, par exemple, près de 137 enfants et 130 sont reçus, mais vous avez dit qu'ils n'ont pas travaillé, c'est avec fierté qu'ils affichent les résultats. Donc, ce que je dis, c'est deux mondes différents. Alors, selon vous, par rapport à cette disparité que vous avez remarqué, que vous soulevez si bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'école publique doit-elle aller à l'école, excusez la tautologie, de l'école privée en matière de programme, en matière d'enseignement aujourd'hui? Vous savez, par moment, c'est les mêmes enseignants qui sont
dans le public qui enseignent dans le privé, surtout au collège. Parce qu'ils ont des heures creuses, ils exploitent pour aller. Et c'est le contraire peut-être au niveau du privé. Vous savez, l'enseignement donné, c'est ça. Si au privé, par exemple, les gens enseignent autre chose que ce qui est officiellement retenu, vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'ils font. Ils ne le cachent pas. Ils font autre chose. Les documents, par exemple, soumis à l'école publique au niveau du primaire ne sont pas exploitables. Les privés laissent ces documents. Ce n'est pas exploitable. Je vous dis que en mathématiques, comme ils aiment le dire, en mathématiques, par exemple, au primaire, il y a une école privée qui utilise le calcul au quotidien. Vous allez me dire quoi? Ils ont fait acheter aux enfants le calcul au quotidien. Et dans un public, dans une école publique, par exemple, dans nos villages, qui va acheter ça? Ça veut dire qu'ils ont confiné le public dans la médiocrité. Oui, mais l'État décide chaque fois du livre à utiliser chaque année scolaire. Mais l'État n'a jamais dit le calcul au quotidien. Mais il l'utilise. Monsieur Nassidiano, pour que faire pour changer la donne, pour maintenir le cap aujourd'hui, pour que dans les établissements publics, on puisse avoir de bons résultats? La première des choses, c'est de mettre les enfants au même pied d'égalité. Par rapport aux documents soumis, aux documents didactiques. La qualité, il faut chercher la qualité. Moi, je ne sais pas quelle qualification, quelle publication les gens n'ont jamais fait pour nous écrire des documents et les soumettre à l'école publique. Non! Qui a cette qualité ici pour écrire un document de mathématiques? Moi, je ne crois pas. Pour faire ça, il va falloir publier d'autres documents et puis ça doit être une compétition. Et je crois que ça a été toujours comme ça. Pourquoi le nouveau programme vient nous imposer tout ce qu'ils ont écrit? Ils se sont associés pour écrire n'importe quoi. Moi, je prends le risque de le dire. C'est de n'importe quoi. Ils se sont associés. Pourquoi on va s'associer à 10 ou 11 ou tout là pour écrire un livre? Nous avons quand même des experts en éducation ici au Bénin. Vous ne pourrez quand même pas dire qu'il n'y en a pas qui puissent écrire des livres qu'on doit mettre au programme. Mais c'est là où nous faisons tout le mal. Pourquoi vous parlez d'experts? L'expert, ce n'est pas au bout des lèvres. C'est des publications. Mais déjà, se sont illustrés à l'international. Pourquoi? Il y a des noms qu'on peut citer. Et pourquoi illustrer à l'international? Mais tout à fait. Non, on veut, si quelqu'un s'est illustré n'importe où dans le monde, il doit venir ici, nous faire voir ce qu'il fait. Alors finalement, est-ce que selon vous, ces résultats sont politiques ou c'est le niveau réel des apprenants? Oui, c'est la question. Moi, je pense que les résultats en question ne sont pas politiques. Oui, parce que si on dit que c'est des résultats politiques, c'est une insulte aux enfants. Vous êtes sûr qu'on n'a pas voulu... Moi, j'ai parcouru les épreuves. Vous êtes sûr que quelque part, on n'a pas voulu faire honneur, faire plaisir au président de la République, parce que l'année dernière, c'était 16%. Il faut quand même montrer qu'il a fait quelque chose. Il a mis quand même des moyens. Un peu comme vous l'avez dit, il a mis la pression et ça a poussé, ça a donné. Il y a ça. C'est plutôt ça. Et ça, ce n'est pas... Ça ne donne pas au résultat ce qualificatif de politique. Vous voyez? Parce que si je dis que, on suppose que les résultats sont politiques, c'est dit que, mais on a donné des chiffres fantaisistes, ou on a donné des épreuves trop faciles, et d'autant plus qu'il y a eu des GSEC, il y a bien des GSEC, et quand on prend le public, il y a plus de 50% d'échecs. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prendre le risque de dire ou bien d'humilier les enfants comme ça. Ce n'est pas des résultats politiques. Mais c'est plutôt des résultats d'une politique. Je préfère parler ainsi. C'est les résultats d'une politique.
d'une politique. Quelle est cette politique alors? Et oui, ça c'est... On va rendre encore honneur au président d'avoir eu cette vision. Cette vision, et moi je pense que c'est un homme qui est peut-être au-dessus des Béninois par rapport à sa vision. Il a eu la vision de mettre la pression sur les vrais acteurs, ce qui ne s'était jamais passé. Mais c'est les mêmes, si vous ne m'avez pas invité maintenant, mais c'est les mêmes qui viennent, comme vous le dites, les chercheurs, ils viennent, ils sont au four au moulin. C'est les mêmes qui font le mal, ou bien qui donnent le mauvais résultat. C'est les mêmes qui viennent vous dire, ces résultats sont mauvais, mais on peut. Et de sorte que nous n'écoutons que les mêmes sons de cloche. Merci à vous. Monsieur Nassis Dianoupo, nous sommes au thème de notre débat. On retient que, bon, vous avez dit que ce ne sont pas des résultats politiques, oui, mais pas plutôt des résultats issus d'une politique. C'est le faute d'une politique dont le principal acteur est le président de la République, Patrice Talon. Tout à fait. Et là, on a pu quand même avoir ce résultat heureux, on peut dire, et qui, ma foi, est loué par-ci, par-là, tout simplement. Et là, c'est quand même les acteurs dont l'enseignant se retrouve au premier plan et qui donc seront bénéficiaires des lauriers. L'essentiel à souhaiter, c'est qu'on puisse rester quand même constant dans l'effort, qu'on puisse avoir les mêmes résultats au niveau des autres examens. Je veux parler du bac et pourquoi pas du CEP. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. C'était donc Fer Croisé qui abordait le thème 50,56% au BEPC 2017. Résultats politiques au niveau réel des candidats. Était invité Nassis Dianoupo. Il est chercheur en éducation. Mathé Deden se poursuit. De vous dans une quinzaine de minutes avec James William Gbagidi, dans une vingtaine de minutes avec Judika Polycap Aïdine pour l'actualité sportive. Mais avant, nous allons suivre la sélection d'Eden avec Ahmed Arikpa et la rubrique poussée, la chansonnette, juste après cette pause. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Bien mal acquis, comprendre une nébuleuse, c'est le sujet qui sera en débat dans une dizaine de minutes dans Les Clés du Monde avec James William Gbagidi, notre spécialiste des questions internationales. Mais avant, Ahmed Arikpa, notre producteur maison. Ahmed Arikpa, bonjour. Combien de titres me donnerez-vous finalement, tranquille? Producteur, manager, artiste, tout à la fois. Sélection d'Eden avec vous et puis le Hit Inter en fin d'émission. Bori Agua, bonjour. Bonjour tranquille à Kat Benotin, bonjour téléspectateurs d'Eden TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en forme sur ce plateau. Plaisir partagé. Malgré la pluie. Voilà, avec malgré la pluie, vous avez bravé la pluie. Ce qu'on a vu sur là, à Kassato, je crois c'est à Kassato, Britagbo. C'est la première fois que j'ai vu ça sur cette voie. Il me semble que l'eau quitte partout et vient s'entasser sur la route. Voilà. Il me semble que ça, c'est pas une première en plus. Ça doit être. C'est même pas une première, c'est une situation qui dure depuis des années et ça semble on peut se permettre de dire que les techniciens qui ont fabriqué cet ouvrage l'ont fait avec beaucoup de légèreté. Et c'est le moment de sanctionner parce que ce que j'ai vu ce matin sur cette voie, franchement, s'il ne faut pas que ça se répète. Si rien n'est fait, je crois qu'on ne pourra pas à un moment donné pratiquer cette voie-là.
Donc, je commence par qui? Par vous, par Maurice? Pas moi, je me perds. Pas moi. À vous, Maurice Agua. On va pousser la chansonnette. Apprenons à chanter. Et après, on va vraiment chanter. Bon, affaire à suivre. Ok, tranquille à Kalbeloté. On va pousser la chansonnette aujourd'hui avec une dame. Elle est médecin généraliste. Elle a accepté de pousser la chansonnette. Elle a un nom, Maïmouna Boton. Elle a poussé la chansonnette. On l'a souvent dit. On remarque que les gens, une fois qu'on leur demande de chanter, parfois ils oublient la chanson qu'ils aimaient si tant. C'est le stress. C'est le stress. Vous savez, face à la caméra, quand vous êtes face à même si vous êtes professeur d'université, vous êtes, c'est pas agrégé, la caméra est braquée sur vous et vous avez le micro devant vous, il y a le stress, il y a ça naturellement. Pourtant, vous êtes entre 3 caméras tous les matins. Mais bon. Ce que vous ne savez pas, dès que le générique commence comme ça, il y a le cœur qui bat la chamade. Il y a toujours ça. Depuis une quinzaine d'années qu'on aidait ce métier, c'est toujours ça. C'est la magie. Hein. Et l'autre chose est que les gens se sentent plus à l'aise à pousser la chansonnette sur une chanson religieuse. Et ça, c'est spontané. Ça dit que on voit quand même que la plupart des gens aiment des chansons religieuses et sont plus à l'aise à fredonner des chansons religieuses. Oui, parce que les chansons religieuses réconfortent et rassurent. Bon, d'accord. C'est ce que nous allons suivre. Le médecin généraliste Maïmouna Boton a poussé la chansonnette. Merci de le recevoir chez vous. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. J'aime particulièrement cette chanson parce que ça me donne l'espoir. Ça me donne le courage de continuer. Même si tu es triste, et que tu entends cette chanson, tu as l'espoir que ça va s'améliorer. Tout le monde vit des situations difficiles. Et chaque fois que je suis en situation difficile, je chante ça. Ça me donne le courage de continuer. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, oh, tu verras la gloire de Dieu. Donc, notre médecin que Carnot François a réussi à secouer pour avoir quelques notes d'une chanson religieuse chantée dans les églises très souvent. Si tu crois en la parole de Dieu, c'est bien cela. Tu seras sauvé. Tu verras la gloire de Dieu, oui. C'est la foi, l'expression de la foi. Vous l'avez si bien dit, Carnot François l'a secoué. Je sais que c'est pas du tout facile. C'est des gens qui n'ont pas de temps, surtout le temps entre les salles. On a fait le tour des salles des malades et tout ça. Tout à fait. On dit merci au médecin Maïmouna Boton. Merci à toutes les autres personnes qui suivent cette émission et qui ont envie de pousser la chansonnette. Manifestez-vous et puis vous allez pousser la chansonnette. On a eu presque tous les corps de métier. On a eu ministre, on a eu directeur de société, on a eu journaliste, on a eu avocat, on n'a pas encore eu de couturier, coiffeur, Zem aussi pas encore. Il faut faire chanter. Ils aiment bien chanter les Zem. Il faut aussi faire chanter les coordonnateurs de la société. D'accord. C'est-à-dire faire de tout, partout il y a coordonnateur là. Il faut les coordonnateurs. Oui, si vous trouvez coordonnateur quelque part, il faut braquer la caméra sur lui seulement, pas de problème. Ahmed Arekpa. Mon manager spécial. C'est moi. Bon, la sélection d'Eden, on reçoit qui aujourd'hui? La sélection d'Eden aujourd'hui, c'est un clin d'œil qu'on fait à Noël Aounou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Nel Oliver. Forcément, Nel Oliver, voilà. Toujours avec jeune. Lui, toujours jeune. C'est un monsieur qui a une carrière il a fêté justement ses 50 ans de carrière l'année en 2015. 50 ans de carrière déjà en 2015 pour lui. Mélange de genres qu'il fait, c'est à la fois de l'afro-funk, c'est de l'afro-pop, teinté de jazz, soul. On retrouve aussi des airs de slow finalement, évidemment inspiré de musique
traditionnelle. Guitariste à 14 ans déjà, bon à savoir, Nel Oliver. Son premier album, 45 tours en fait, hein, qui remonte à 1976, s'il vous plaît. Let My Music Talk to You, une coécriture avec un autre monsieur. Une pause là. Lui au moins n'est pas guitariste depuis le ventre de sa maman. Non, Bon. 14 ans. 14 ans. Quand même. Ça, c'est important de le dire. Important de le dire et de le préciser. Alors, 1980, il lance son premier studio d'enregistrement à Paris. Spade de musique devenu bien vite le lieu privilégié, voilà, de nombreux artistes africains. Les Manu Dibango, par exemple, sont passés donc dans ce studio. Papa Wemba, Kanda Bongo Man, Franco, Zaiko Langa Langa, la fine fleur en fait de la musique africaine à cette époque-là. À Betty Massikini aussi, par exemple. De la diaspora, on va noter Justin Beroa, les Kassab, et j'en passe. On va retenir aussi quelques dates et quelques tubes concernant Nel Oliver. 1985 par exemple, le tube Wakachire, voilà, c'est pas comment ça dit exactement. C'est une honte finalement, puisque c'est un Yoruba. Ouais. Mais voilà, je peux pas prononcer comme il faut. Non, il faut le dire. Donc 1985. Wakachire, c'est différent à Wakadio, voilà. Wakadio, oui, c'est différent. C'est différent. Justement, la chanson qui a d'ailleurs été reprise très récemment par le Dobless et Zeynab. Justement, ce morceau-là, donc Wakachire. En 1988, sort l'album Wadjo, le tube Upheaval, Soulèvement, qui vous souvient, donc un titre chanté en son temps pour dénoncer l'apartheid, la ségrégation raciale, l'intolérance, et aussi faire un clin d'œil à Mandela finalement, qui en son temps donc avait beaucoup œuvré pour cela. Il revenait fraîchement des États-Unis à l'époque. Justement. 1998 aussi, on va retenir date importante dans la carrière de Nel Oliver, le titre Baby Girl, voilà, qui est sorti donc en 98. 2005, il y a eu la réédition de la réédition, donc une version reggae en fait de cette chanson qui invite à prôner la démocratie. Qu'ils vous souviennent, la chanson justement donc sur la démocratie, enregistrée donc à l'origine en 1990, donc qui a été réédité en une version reggae en 2005, toujours avec Nel Oliver. 2015, j'en parlais, célébration de ses 50 ans de carrière en 2015. Et puis 2016 maintenant, donc, Oluwa, pour rendre hommage en fait au créateur, comme il a dit, on l'a reçu d'ailleurs en son temps sur que tu m'as reçu la Musical Info. Il disait donc après avoir célébré ses 50 ans de carrière, il s'est dit qu'il était venu maintenant le moment de réorienter un peu sa carrière, grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui dans sa vie, et inciter aussi, pourquoi pas, les autres à vraiment donc se confier à Dieu pour guider leur vie tout simplement. Donc c'est Oluwa qui est sorti en 2016 et c'est ce que je vous propose de suivre maintenant. Olúwa, ìwọ nìkan ni mo fẹ́. Je suis né de nouveau, j'abandonne à tes pieds l'immondice de tous mes péchés. Dieu, tu es bon, tu m'as tout pardonné. Gloire à toi, merci mon Dieu. Donne ta vie à Jésus et tu seras libéré. Tu deviendras fils de Dieu. Jéhovah est son nom, il a changé ma vie. Je le louerai toujours. Dopè na Jesu prunoche Dagbe wana milesu Non bichele mi wakpagi go prunoton Kakado imavo Donne ta vie à Jésus et tu seras libéré. Tu deviendras fils de Dieu. Jéhovah est son nom, il a changé ma vie. Je le louerai toujours.
ọlọ́run mi ìwọ ni bàbá o kò sẹ́nìkan jù ẹ lọ o. ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ìwọ ni bàbá. Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ìwọ ni bàbá. Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ìwọ ni bàbá. Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa Olúwa mi. ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa ìwọ ni bàbá. Olúwa ayé mi dọ̀wọ́ rẹ o Olúwa. Voilà, Oluwa, un titre issu de la réflexion, l'une des réflexions donc de l'artiste béninois, Nel Oliver, une voilà. légende vivante. Légende vivante de la musique béninoise, de la musique africaine, donc de manière générale, sortie en 2016 et une chanson donc pour rendre hommage au Seigneur. Et dans le clip, on remarque donc que c'est l'histoire en fait d'un homme qui a cru vraiment donc en la parole de Dieu et qui s'est laissé transformer par celle-ci. Au départ, évidemment, une vie peut-être un peu de débauche, mais dès qu'il a su trouver donc le bon guide pour le mener sur le bon chemin, ben, les choses ont changé dans sa vie. Et si cela peut donc servir peut-être, disons, d'exemple à ceux qui nous suivent en ce moment, qui traversent des situations difficiles. Dieu donc qui est au-dessus de tout, il ne vous demande pas de l'argent, il ne vous demande pas de montant, tout ce que vous voulez, et juste votre disponibilité. La disponibilité et la foi à le servir. Et simplement, après, le reste suit. En actualité. En est-ce que vous connaissez non, pas en actualité, on reçoit. En actualité, on reçoit Dieu Maintenant, en voilà. Il faut préciser. Est-ce que vous connaissez le Cap Franglais? Non, pas ça du vous, tout. Ça vous dit quelque chose? Honnêtement, ça me dit rien. En fait, c'est un mélange de langues du Cameroun, d'accord, les patois du Cameroun, le français et l'anglais. Cam-franglais, voilà. Okay, il y a un autre terme pour désigner cela qui m'échappe. C'est un artiste justement donc qui s'est illustré dans cet art-là de faire du cam-franglais, mélanger plusieurs langues à la fois dans donc la chanson atteste au Cameroun. Ça remonte à 2004, la sortie de son album. Beaucoup le connaissent en tout cas. Kopo, je dis en fait. Si tu vois ma go, dis-lui que je go. Je sais pas si ça vous rappelle certaines choses. Eh bien, il est revenu donc au devant de la scène musicale 13 ans donc après le succès de ce premier album-là avec un nouveau single, Gromologie. C'est ce qu'on va suivre donc en fin d'émission. Merci à vous, Ahmed Arikpa, votre Sud Diaspora FM tout à l'heure dans l'émission La Musicale Info. Bien sûr. L'interactualité, on démarre l'interactualité avec la revue des journaux, une réalisation de Loris Freddy Davo. Juste après, nous avons rendez-vous avec James William Gbagui, qui d'ailleurs est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour James William Gbagui. Bonjour à vous, Tranquilla Kadbenotin. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Le thème qui sera en débat dans un instant, c'est bien mal acquis, comprendre une nébuleuse. Bien mal acquis, comprendre une nébuleuse, juste après le résumé de l'actualité internationale. Bonjour à tous, bienvenue, merci de préférer la revue internationale sur les différentes plateformes. Nous l'ouvrons ce matin par connexioivoirienne.net. Les ennuis ne discontinuent pas pour Guillaume Soro et ses proches. Retour encore une fois, sinon un nouveau rebondissement dans l'affaire de Cash Dam. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vers l'arrestation de Soul to Soul, ce qui bloque l'opération. C'est le tout premier titre proposé ce matin par Connexion ivoirienne. Dans l'affaire de Cash Dam, dans laquelle il est trempé depuis quelque temps, Kamagaté Souleymane dit Soul to Soul pourrait se retrouver derrière les barreaux les jours à venir. Le chef de protocole du président de l'Assemblée ivoirienne, Guillaume Soro, risque la prison si les faits de Cash Dam découvertes à son domicile de Boaké lors de la dernière mutinerie du mois de mai s'avéraient prouvés par la justice. Déjà entendu 4 fois par les enquêteurs sur cette même affaire, lundi 3 juillet 2017, son domicile abidjanais a fait l'objet d'une perquisition. Les policiers qui ont mené l'opération ont saisi 2 téléphones portables du concerné.
Une perquisition vite qualifiée d'abusive de la part du camp de Guillaume Soro, mais jugée légale par le procureur de la République ivoirienne. En tout état de cause, ce rebondissement dans l'affaire Soul to Soul montre que l'enquête a sérieusement évolué concernant ce dossier. Je vous rappelle encore une fois le titre qui a permis à cette plateforme d'annoncer l'actualité. Côte d'Ivoire vers l'arrestation de Soul to Soul, ce qui bloque l'opération. Et l'on quitte déjà cette plateforme. L'autre site qu'on s'en va maintenant ouvrir, c'est bien www.jeuneafrique.com. Nous sommes au chapitre politique. Législative au Congo-Brazzaville, j'y vais pas. C'est une interrogation à lire à l'accueil de votre plateforme jeuneafrique.com. Au Congo-Brazzaville, l'opposition se présente aux élections législatives du 16 juillet en ordre dispersé. Aucune coalition en perspective, sauf celle autour de Claudine Mounari qui s'oppose à la tenue même de ces scrutins. Voici l'image qui a permis à jeuneafrique.com d'illustrer cette information. L'image bien évidemment d'un jour de vote au Congo-Brazzaville. Cliquons maintenant sur tout autre site internet, c'est bien africanews.fr. Africanews.fr nous conduit en Centrafrique. Tristesse, consternation dans le rang de différentes familles centrafricaines. Au moins 77 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un camion de marchandises qui transportait aussi des passagers mardi sur une route dans la partie centre de la Centrafrique entre les agglomérations de Bombari et Ipi, a-t-on appris mercredi de sources hospitalières et sécuritaires. Voyons maintenant l'image scabreuse qui a permis à cette plateforme d'illustrer cette information. Voyez là l'image du bus de transport en commun presque broyé à l'issue de cet accident. Centrafrique, 77 morts dans un accident de la route. Quelques détails encore. 59 corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital préfectoral de Bombari et 18 récupérés par les proches pour l'inhumation, a déclaré à l'agence France Presse Michel Zanhadi, membre du personnel de l'hôpital de Bombari. Une soixantaine de blessés ont été admis dans le même hôpital selon Médecins sans frontières MSF, organisation présente sur place en Centrafrique. Et nous poursuivons toujours sur cette même plateforme africanews.fr. Nous changeons maintenant de registre. Nous sommes au chapitre politique, toujours sur le continent africain. Au Cameroun, le président Paul Biya exige un comptage physique des fonctionnaires. Donc, nécessité, vous le comprenez avec moi, nécessité donc d'une mise à jour du fichier solde de l'État. Cameroun, le président Paul Biya demande un comptage physique des fonctionnaires. Un peu de détails maintenant liés à cette information. Le président veut mettre fin au phénomène des emplois fictifs dans son pays à travers une circulaire relative à la préparation du budget 2018. Le président Paul Biya prescrit un énième recensement général des fonctionnaires et autres agents publics. Et l'actualité a donc été illustrée par l'image du chef de l'État camerounais Paul Biya que vous avez là à l'écran de Eden Télévision. Restons encore une fois sur le continent africain et sur cette même plateforme. Nous sommes au Kenya. 3 policiers tués dans une attaque Shebab contre un camp. Donc les islamistes ont encore frappé. 3 policiers kenyans ont été tués mercredi au cours d'un affrontement qui a duré 7 heures avec des présumés combattants Shebab, a annoncé la police après l'attaque de leur camp situé dans la partie sud-est du Kenya. Le chef de la police régionale, Akelo Odhiambo, a affirmé que l'attaque avait visé le camp de la police de Pandanguo dans la région côtière de Lamu au Kenya. Voici l'image qui illustre ici cette actualité inhérente à l'attaque Shebab d'un camp des forces de l'ordre kenyanes. Cliquons maintenant sur lemonde.fr et allons plus dans sa fenêtre Afrique. Libye, le maréchal Khalifa Haftar proclame la libération totale de Benghazi. Libye, le maréchal Khalifa Haftar proclame la libération totale de Benghazi. C'est à lire dans un compte rendu proposé ce matin par Le Monde Afrique. Les forces de l'ANL ont enregistré mercredi des percées dans les derniers bastions djihadistes. Cette libération devrait influencer la ligne politico-militaire libyenne. Autre titre maintenant, avant de quitter cette plateforme Le Monde Afrique, l'année 2017 pourrait être la plus meurtrière pour les migrants en Méditerranée. C'est une proposition d'un autre compte rendu. Toujours au chapitre des comptes rendus,
concours international de robotique, Washington refuse l'entrée à de jeunes Gambiens. Que nous propose maintenant le site internet de votre télévision Eden TV, www.benin-6eden.tv. Benin Eden TV nous propose différentes actualités ce matin, différentes informations, j'allais dire. Mais au menu, moi je retiens pour vous Bien mal acquis, 3 ans requis contre Théodorin Obiang. C'est le titre qui retient notre attention ce matin. www.benin-6eden.tv. 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros, ont été requis mercredi contre le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, au procès à Paris de l'affaire des biens mal acquis. Fils du président Théodoro Obiang, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu vice-président par son père, Théodorin Obiang, 48 ans, est jugé pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. C'est tout pour la randonnée sur les différentes plateformes. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Loris Freddy, d'avoir vous retrouvé demain pour notre point de l'actualité vu par les plateformes numériques internationales. Les clés du monde sur nos antennes et d'une télévision Diaspora FM, le thème de ce numéro, bien mal acquis, comprendre une nébuleuse. Un procès retentissant en cours à Paris, un patrimoine de plus de 150 millions d'euros en cause. Le vice-président d'un État accusé, c'est la première fois depuis qu'on en parle que les biens mal acquis s'invitent dans un procès. James William Ogbagidi, vous êtes là pour nous permettre de comprendre un peu cette actualité que recouvre la notion de bien mal acquis. Alors merci Tranquillin. La notion de bien mal acquis n'est pas une notion typiquement de l'actualité africaine. C'est d'abord une notion qui exprime, qui définit les biens qu'une personne, quelles que soient les fonctions auxquelles cette personne est appelée, les biens que cette personne a accumulés en dehors et de façon illégale, en dehors des revenus auxquels cette personne avait droit. Quand on parle de blanchiment, par exemple, d'argent, quand on parle de détournement, d'abus de biens sociaux, comme on l'a entendu tout à l'heure quand Loris Freddy d'abord nous faisait le point de l'actualité internationale, c'est l'acquis, tout ce qui a été accumulé, le patrimoine accumulé dans des faits de corruption, dans des faits de détournement de fonds et tout ça. C'est cela qu'on appelle les biens mal acquis, parce que cela ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir un patrimoine d'une telle ampleur si on se contente de vérifier votre salaire, vos revenus, si vous êtes un homme d'affaires, en tout cas ce que vous gagnez, etc. Il n'y a pas de miracle possible. Vous ne pouvez pas avoir atteint ce degré d'enrichissement si par devers des pratiques malsaines, à travers des pratiques malsaines, des pratiques inavouables, vous n'avez à un moment ou à un autre acquis des fonds qui, normalement, ne vous étaient pas destinés. C'est ça, les biens mal acquis. Et quels sont les États, individus ou sociétés, s'il y en a, cités dans ce dossier dit de biens mal acquis? Alors, la notion de biens mal acquis, aujourd'hui, quand on en parle en Afrique, évoque un certain nombre d'États, de chefs d'État, qui sont soupçonnés. Et on en parle beaucoup en France, mais également dans certains pays européens, qui sont soupçonnés de s'être enrichis sur le patrimoine de l'État. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Théodorin Obiang, dont le procès est en cours en France, et ce procès est sur le point de s'achever. Mais vous voyez sur cette image, on voit l'ancien président de la République centrafricaine, le président Bozizé, qui est sur cette image. On voit également le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. On voit l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba, et bien sûr on voit Théodorin Obiang. Ce ne sont pas les seules personnalités concernées. Il y a plus globalement leur famille, Théodorin Obiang encore une fois, il y a plus globalement leur famille, mais je dirais aussi qu'il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernement, beaucoup de personnalités africaines qui soit sont au pouvoir, soit ont dirigé les États africains. Souvenez-vous, on a beaucoup parlé du patrimoine accumulé par Mobutu Sese Seko Kokubwendu Wazabanga, ancien président du Zaïre.
Mobutu avait un patrimoine qui était prétendument supérieur au produit intérieur brut du Zaïre, qui est quand même l'un des plus grands pays du continent et un grand exportateur de matières premières, notamment les minerais. Mais donc, Mobutu était considéré certainement à cette époque-là comme l'homme le plus riche d'Afrique, un patrimoine extraordinaire avec des résidences cossues en France. Et il n'était pas le seul. Omar Bongo Ondimba, je l'ai déjà cité, avait également un patrimoine immense. Et puis, il y a d'autres chefs d'État dont on parle peut-être un peu moins. Il y a également, quand on a parlé des Panama Papers, vous en avez entendu parler, ces documents qui ont circulé sur le patrimoine des différentes personnalités, qui ont circulé sur des câbles diplomatiques, etc., Wikileaks. Beaucoup de documents ont démontré que nos chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants africains, mettent énormément d'argent sur des comptes offshore à l'extérieur, sur des comptes au Panama, sur des comptes dans ces pays qu'on appelle des paradis fiscaux. Et tout cela est constitutif de ces biens mal acquis dont on parle aujourd'hui. Donc ces différents chefs d'État sont dans une posture d'enrichissement personnel, dans une posture d'enrichissement de leur famille. Et voilà un peu comment les peuples africains demeurent dans cette misère sordide sans pouvoir s'en sortir, pendant que les dirigeants africains sont éternellement et perpétuellement en train de s'enrichir. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est celle d'un chef d'État africain. C'est une histoire qui n'a pas été vérifiée, mais c'est une histoire d'un chef d'État africain qui rend visite à un de ses homologues, et son homologue qui lui a fait un prêt d'argent. En tout cas, il va chez son homologue et voit une résidence assez belle, et il va à la fenêtre, il voit une belle route, et il se dit, mais comment vous faites pour avoir un tel niveau de développement? Je suppose que cet homologue est européen, un tel niveau de développement. Et l'autre lui dit, ben, quand je reçois de l'argent pour construire la route, je me garde 10%, la route, elle est construite, mais les 10%, c'est ça que j'investis dans le luxe que tu vois autour de moi. Quelques années plus tard, ce chef d'État africain reçoit son homologue européen chez lui. Ils vont à la fenêtre de sa résidence qui est très cossue et lui dit de venir voir. L'Européen vient, mais il dit, mais je ne vois rien du tout. Il dit justement, que moi je reçois l'argent, je ne construis pas de route, je construis mon château, et voilà ce que je fais. Voilà l'anecdote qui montre comment les fonds, c'est peut-être exagéré, mais c'est une petite histoire pour montrer comment les fonds... C'est quand même la caricature. C'est une caricature, absolument. Et ça, malheureusement, il semble que c'est très vrai. Mais aujourd'hui, le procès de Théodoric Obiang Nguema, rappelons qu'il est le vice-président de la Guinée équatoriale, ça va prendre fin à Paris, en France, mais il a une principale remarque à faire. Aucune plainte émanant du pays d'origine de ce monsieur de la Guinée équatoriale n'a été déposée. Et pourquoi un procès? Voilà une question qui est intéressante. Effectivement, la Guinée équatoriale n'a pas porté plainte. Le procès porte sur un détournement de fonds, c'est-à-dire de l'argent public appartenant à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale n'a pas porté plainte et pourtant il y a un procès qui est en cours. Il y a, il faut noter, des partis civils et des citoyens équato-guinéens qui se sont portés partie civile à l'occasion du procès. Mais surtout, il faut quand même avoir l'honnêteté quand on regarde un peu le patrimoine de ce vice-président, de ce jeune homme, 48 ans, bon, ce n'est peut-être plus un tout jeune homme, mais quand on regarde un peu le patrimoine et le train de vie de Théodoric Obiang, vous qui avez effectué des missions à ses côtés, à son temps, vous avez pu voir. J'ai effectué 4 missions au moins à ses côtés. À Malabo, notamment. Le tour du pays, de l'est à l'est. Et j'ai entendu dire qu'il a, à l'occasion d'un de ces tours dans le pays, décidé que plus d'aucun toit en Guinée équatoriale ne sera coiffé de chaume. Voilà, et donc il est allé distribuer une opération de distribution de tôle aux populations rurales. Aux populations, voilà. Donc, Théodoric Obiang avait un patrimoine immobilier, rien qu'en France, mais estimé à pratiquement 150 millions d'euros. Théodoric Obiang, 30 millions d'euros d'amende sont requis contre lui aujourd'hui, mais je dirais c'est rien par rapport à tout ce que cet homme a amassé. Il avait des voitures de luxe, 18 voitures de luxe ont été saisies dans son garage, parmi lesquelles des Lamborghini, c'est des voitures les plus chères
du monde. Ces voitures-là ont été estimées au total à 7,5 millions d'euros. Vous pouvez imaginer un peu ce que c'est. Il a une résidence luxueuse avenue Foch. C'est quand même les quartiers les plus huppés de Paris, estimés à 25 millions d'euros, 2835 mètres carrés de superficie, ne serait-ce que pour les intérieurs. Hein. Et donc, c'est un homme qui vivait dans un luxe insolent, pendant que, quand vous comparez un peu ce qui se passe dans son pays, il y a une misère sordide qui sévit. Et même si la Guinée équatoriale, formellement, n'a pas porté plainte, et d'ailleurs on peut comprendre que la Guinée équatoriale ne porte pas plainte, c'est le père de Théodore Obiang, qui est président de la République de Guinée équatoriale, ne porterait pas plainte contre son fils, d'autant mieux que Théodore Obiang Nguema lui-même, président de la République actuelle, est cité dans les dossiers d'acquisition frauduleuse de biens publics, de détournement donc de fonds publics. Donc il n'allait forcément pas porter plainte, mais il y a quand même eu des Équato-Guinéens à l'occasion de l'instruction de ce procès pour se proposer partie civile, et c'est cela qui justifie la tenue de ce procès-là aujourd'hui. Et en supposant que Théodore Obiang Nguema est condamné, mais hérite du pouvoir à la suite de son père, quelle sera la relation que ce pays-là tissera avec la France? Déjà aujourd'hui, les relations entre la France et la Guinée équatoriale se sont détériorées. La France dit laisser la liberté à la justice de faire son travail, mais la Guinée équatoriale estime qu'il s'agit tout simplement d'une cabale contre une personnalité qui est vice-président de la République et qui donc en principe devrait bénéficier de l'immunité juridique que lui confère le titre de président, de vice-président de la République. Le gouvernement français refuse de reconnaître cette immunité, la justice française encore mieux, et refuse donc de reconnaître cette immunité. Les poursuites engagées contre Théodore Obiang Nguema devraient peut-être aboutir à une condamnation, et on parle de 30 millions d'euros d'amende, on parle de la saisine, de la confiscation définitive des biens qui ont été saisis à l'occasion des fouilles qui se sont déroulées dans les résidences de Théodorin. On parle même de saisir sa maison. Et le procureur, il tenez-vous hier, pendant le procès, disait que les biens en question donnent l'impression que Théodore Obiang a accumulé 1000 ans de salaire, c'est-à-dire le salaire qu'il gagne actuellement. Il aurait dû avoir ce salaire sur 1 millier d'années au moins avant de pouvoir se construire le patrimoine économique, le patrimoine financier qu'il a acquis aujourd'hui. Donc, on voit très bien qu'il y a un risque et une détérioration des relations entre les deux pays. Théodore Obiang est vice-président de la République. Le système politique en Guinée équatoriale ne laisse pas grand espoir à une opposition, à moins qu'il y ait une révolution, ne laisse pas grand espoir à une opposition pour prendre le pouvoir, mais à partir de ce moment, si jamais Théodore Obiang devient le prochain président de la République de Guinée équatoriale, je suis sûr que les relations vont encore mieux se détériorer avec la France, à moins, et ça n'est pas exclu, que les cours du pétrole reprennent de l'embonpoint, et que la Guinée équatoriale redevienne un pays utile et que accède au pouvoir en France un président réaliste, je parle de la réelle politique. Et en ce moment, comme d'habitude, et c'est malheureux de devoir le dire, ce président français va devoir tenir compte de la situation politique et économique internationale et commencer certainement à fermer les yeux sur le procès, sur la condamnation de Théodore Obiang Nguema, parce que dans les faits, quand il sera président de la République, il sera difficile d'aller contre lui et de le mettre véritablement au banc de la société internationale. Il y aura toujours d'autres États comme la Chine qui ne se préoccupe pas de savoir si le président au pouvoir est un dictateur, qui ne se préoccupe pas de savoir s'il a détourné l'argent public. Il y aura d'autres pays comme la Russie, il y aura d'autres pays comme certaines puissances du monde arabe pour avoir de très bonnes relations avec Théodore Obiang, même si avec la France les choses ne se passent pas comme ce dernier l'aurait souhaité. Peut-on dire sur un autre plan que la France est jalouse du développement
du pays parce que la Guinée équatoriale, en moins de 20 ans, s'est bien développée. C'est l'un des pays les plus développés de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, la justice guinéenne ne s'immisce pas dans les affaires françaises. Comment se fait-il que en France, des ONG s'associent pour traduire en justice une personnalité qui plus est le vice-président de la Guinée équatoriale? Non, vous savez, moi je n'aurais pas dit jusqu'à estimer qu'il s'agit de jalousie. Il y a forcément, bien sûr, cette évolution de la Guinée équatoriale. Cette évolution le pétrole de la Guinée équatoriale, le deal, c'est entre la Guinée équatoriale et les États-Unis d'Amérique. Peut-être que la France aimerait aussi s'y mixer dans la gestion. Il y a forcément quelque part, les relations internationales, il y a forcément quelque part une raison qui justifie le fait que la Guinée équatoriale soit la première nation africaine qui est concernée par l'affaire des procès de Bien Malaki. On a cité Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis bien longtemps, qui n'a jamais été inquiété, en tout cas pas très clairement. On a cité le Gabon, qui n'a pas été inquiété non plus, même si avec la détérioration des relations entre Ali Bongo et le gouvernement français, cela commence à apparaître comme une possibilité. Et donc, les soupçons que vous avez peuvent être justifiés à certains égards. Merci à vous. James William Baguidi, c'était donc les clés du monde sur Eden Télévision et Diaspora FM. Matin d'Eden se poursuit. Judica Polycap Aïdine, bonjour. Bonjour tranquille et bonjour à tous. Voici le sport. Le sport sur Eden Télévision, Diaspora FM avec Judica Polycap Aïdinou. Badminton. Cotonou accueille dès ce jour une compétition internationale. Oui, tranquille, il s'agit des internationaux de badminton du Bénin. C'est la première édition de cette compétition qui va se dérouler du 6 au 8 juillet 2017 à Cotonou. La compétition va réunir des dizaines de badistes de 9 pays. On aura le temps de parler des différentes rencontres qui vont se dérouler dans le cadre de cette compétition dès demain. Ajoutons quand même quelques mots. Une formation des arbitres de badminton a eu lieu ces derniers jours. C'était avant le coup d'envoi de ces internationaux de badminton. Et vous voyez donc l'auteur de cette formation des arbitres de badminton la formation qui a duré quelques jours ici à Cotonou. Et le coup d'envoi de cette compétition devrait avoir lieu aujourd'hui, jeudi, tranquille. Football au plan national, on en sait un peu plus sur les championnats nationaux de football. Et oui, les informations en question les détient après que la Fédération béninoise de football, du moins le comité exécutif transitoire de cette fédération et son partenaire tranquillin ont tenu ce mercredi une cérémonie de lancement de ces championnats de football de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Et on sait que 60 clubs devraient disputer ces championnats, dont une vingtaine pour ce qui concerne la Ligue 1, donc le championnat de première division. Et ces clubs vont disputer ces championnats dans une formule de groupe, puisque les clubs sont répartis dans deux poules, et c'est valable pour toutes les ligues, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Le match inaugural aura lieu le samedi 8 juillet prochain, on ne le dira jamais. Zassé et les vainqueurs de ces compétitions, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, recevront respectivement 10 millions, 6 millions et 4 millions de francs CFA. On sait aussi que les matchs ne seront pas gratuits. Il faudra se procurer des billets d'entrée dont les prix varient entre 300 francs et 1000 francs CFA. Évoquons quelques nouvelles des transferts. Et oui, on commence par une confirmation de transfert, celle de Steve Mounier. C'est une nouvelle recrue de Huddersfield en Angleterre, en première ligue. Donc le footballeur béninois, attaquant international béninois, comme nous l'annoncions il y a quelques jours, a donc rejoint cette formation anglaise promue de la Première Ligue. Montant de la transaction 8 milliards 528 millions de francs CFA environ, soit 13 millions d'euros. Et l'attaquant béninois s'engage donc avec cette formation et il évoluait récemment en première division en Ligue 1 avec Montpellier. Nouvelle de transfert encore, on confirme le transfert de Pep, le défenseur international portugais qui a rejoint Beşiktaş d'Istanbul. Je souris parce que James est déçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Déçu donc de perdre un tel joueur. James est déçu. Pourquoi il est déçu? Il nous dira certainement pourquoi. D'abord, je suis surpris parce que pour moi, Pep, c'est l'une des âmes du Real de Madrid. Et c'est un homme qui, pour moi, devrait partir au même moment que Cristiano Ronaldo. C'est la retraite qui devrait le faire partie du Real de Madrid. Même s'il faut savoir que ces derniers temps, les relations avec les dirigeants du Real n'étaient pas très bonnes.
je comptais encore sur les performances du peuple pour garder la défense madrilène intacte. Eh bien, le Real Madrid semble vouloir compter sur Varane le français, sur Sergio Ramos, le capitaine de cette formation, et on dira que le contrat du joueur était arrivé à expiration, donc il n'a pas pu obtenir une prolongation du contrat et quitte finalement donc le Real Madrid. Donc c'est une page de son passage qui se referme, pour ce qui concerne son passage au Real Madrid qui se referme, parce qu'il a passé 10 ans dans cette formation de 2007 à 2017. Place maintenant aux prolongations. Voilà, donc vous voyez donc Pep à l'écran avec des dirigeants du Beşiktaş d'Istanbul. Prolongation maintenant de contrat, et on évoque celle de Messi, l'Argentin, le grand rival de Ronaldo, de qui vous savez. Il va signer un nouveau contrat avec le Football Club Barcelone de retour de son congé, mais l'information est d'ores et déjà officialisée par le Barça, et le nouveau contrat devrait arriver à expiration en 2021. On a aussi noté pour vous la prolongation de contrat de Fernando Torres avec l'Atlético Madrid. Le footballeur espagnol est lié au club jusqu'en 2018. Cyclisme, pour conclure. Et oui, et on dira que Arou a remporté la 5e étape du Tour de France, dont le point d'arrivée est situé à la planche des belles filles. Nous sourions parce que nous avions un problème de toponymie avec cette dénomination. La planche des belles filles. Et tranquille, je me suis préparé en me disant que vous pourriez me poser à nouveau la question. Non, la question, elle est là. Voilà, elle était en suspens. La planche des belles filles. Donc, très rapidement, pour ce que j'ai pu lire sur l'histoire, il y a plusieurs versions évidemment sur la toponymie du lieu, mais il y a un point de convergence au niveau des différentes versions. C'est que au XVIIe siècle, alors qu'il y avait un conflit armé entre la France et les princes allemands protestants, et puis l'implication aussi des Suédois, il y a une région de la France qui a été donc envahie par les Suédois. Les paysans se sont réfugiés dans la montagne. Les femmes et les filles, elles, sont allées un peu plus loin. Et quand les Suédois ont fini donc d'assiéger là où les paysans s'étaient retranchés, une personne a couru pour avertir les femmes. Mais il est arrivé un moment où les femmes n'avaient plus le choix, elles devaient dévaler la pente d'une montagne. Elles sont tombées dans un étang, et on raconte que c'est une seule fille qui est sortie indemne de ce drame. Et donc c'est à l'issue donc de cet événement que le nom, la planche des belles filles a donc été retenu pour la localité. Voilà ce que je retiens du point au niveau des points de convergence de toutes les versions. Donc on revient maintenant à ce Tour de France, et on précise que Arou a donc remporté la 5e étape. Nous le voyons il y a quelques minutes donc à l'écran, et on ajoute que c'est Froome qui est désormais en jaune sur ce Tour de France. Christopher Froome qui a désormais le maillot jaune. Place aujourd'hui à la 6e étape ce jeudi, longue de 216 km. Elle relie Vesoul et Troyes. Voilà. Merci à vous. Sur cette image que nous bouclons, ce numéro de Matin d'Eden ne pourra pas suivre le hit inter. Rendez-vous donc demain pour un autre numéro de Matin d'Eden. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.